À l'aube de l'humanité, se dressait fièrement le grand royaume de Nehekhara, dirigé par les sages prêtres-rois depuis la capitale Khemri. À leur mort, ils étaient momifiés dans de splendides et gigantesques pyramides. Le prêtre Nagash apprit une nouvelle magie d'une sorcière elfe noire captive et entama sa quête vers l'immortalité. Il créa ainsi la nécromancie et prolongea sa propre vie. Au fil du temps, il réussit à devenir le chef incontesté de Khemri, mais son corps finit par décliner. Après 2 siècles à se voir péricliter, il devint fou et de plus en plus tyrannique. Les autres prêtres rois se rebellèrent et entamèrent une courte et sanglante guerre civile. Vaincu, Nagash fuit dans les montagnes du Nord afin de se venger et d'entamer ainsi, alimenté par la Malpierre, le rituel du réveil, un rituel qui visait à éliminer toute vie. Et il fut pourtant vaincu par son grand rival prêtre-roi qu'il torturait dans ses geôles, car ce dernier fut libéré et équipé par les Skaven, les vils hommes rats, qui avaient pris peur de la puissance de Nagash. Nagash mourut définitivement, semblerait-il, mais il avait inscrit son savoir dans 9 livres. Certains furent détruits, comme le souhaitaient les prêtres rois suivants, d'autres furent perdus, et de nombreux autres arrivèrent à Lamia, la seconde ville de Nehekhara, ville dirigée par la prêtresse reine Neferata, qui reprit alors les travaux de Nagash. La reine de Lamia réussit à surpasser même Nagash. Grâce à de sombres puissances dont on préfère taire le nom, elle acquit une potion, l'élixir de vie. Grâce à celle-ci, son cœur s'arrêta, mais sa beauté se figea, ne vieillissant plus. Elle fut donc la première vampire, et grâce à l'élixir de vie, elle créa 11 autres maîtres vampires. Ces vampires découvrirent, grâce au baiser de sang, qu'ils pouvaient à leur tour créer d'autres vampires, bien que leur pouvoir baissait de génération en génération. Les prêtres rois du royaume de Neferata combatturent Lamia, qui fut rasée dans une guerre longue et difficile. 7 morts-vivants, 7 maîtres vampires survécurent. Un partit à Cathé, la ville orientale. Un autre partit dans les désolations du chaos, on ne le revit plus jamais. 4 allèrent dans le vieux monde. Et le dernier, Ushoran, partit vers les Strigos. Néanmoins, Neferata reconstruit son royaume perdu au pinacle d'argent, dans les montagnes du bord du monde. D'après ceux qui l'ont vu, c'est un lieu magnifique, où la reine des ténèbres siège sur son trône d'argent, décoré aux coutumes d'une civilisation perdue. Le tout est éclairé par une lune invisible, pas de bain de sang ou de décoration mortuaire. Neferata est la mère de toutes les Lamianes. Ne faisant plus confiance à l'arrogance des hommes, elle choisit de belles jeunes femmes vierges afin d'en faire ses suivantes. Grâce à elle, elle infiltre toutes les strates de toutes les sociétés humaines. Elles influencent la politique et intriguent dans le dos des grands hommes. Elles restent en contact permanent entre elles et en contact avec leur mère qui tisse sa toile d'araignée pour un dessein encore inconnu.
Dans le Vieux Monde, à l'est de l'Empire, se dresse une terre hostile et effrayante qu'on nomme la Sylvanie. Elle est tolérée par les autres comtes électeurs, les chefs de chaque région, car les citoyens sont fidèles à l'empereur. Le comte von Drac meurt sans héritier et un étranger épouse sa fille, Isabella. Il s'agit du maître vampire Vlad von Karstein, qu'on reconnaît aisément à sa longue chevelure noire. La Sylvanie, sous sa coupe, devint une terre productive. Vlad change régulièrement de nom pour pas éveiller les soupçons, et malgré quelques-uns, justement des autres comtes électeurs, tout cela est toléré, dû à la richesse nouvelle du royaume. Vlad von Karstein est un vampire ivre de conquête. Une fois avoir bien préparé ses terres, il se rebelle contre l'Empire et au bout de 41 ans de guerre, il atteint Altdorf, qu'on peut considérer comme étant le siège du pouvoir impérial. Il fut vaincu par le grand Théogoniste qui se sacrifie afin de le vaincre. On retrouve dans son campement la copie des 9 livres de Nagash, qu'on pensait soit détruits, soit perdus, soit aux mains, pour ceux qui le savaient, de Neferata, la reine des ténèbres. Ils sont maintenant dans le temple de Sigmar, le dieu de l'Empire, bien en sécurité. Suite à la mort de Vlad von Karstein, Isabella se suicide, entraînant par là une guerre intestine des vampires von Karstein pour la succession. C'est Conrad, le plus violent, qui parvint à tirer son épingle du jeu. Mais il finit par être arrêté par une alliance de nains et d'hommes, car il ne possède pas le génie stratégique de son prédécesseur, Vlad. Par la suite, il y aura Manfred, qu'on reconnaît aisément également, car il est totalement chauve. Manfred est également un génie de la dynastie von Karstein, mais il finit par se faire repousser également au pied d'Altdorf, grâce à un rituel de bannissement. Le château séculaire des von Karstein est le château Drakenhof en Sylvanie, et cette dernière fait toujours partie du Stirland. On raconterait que Manfred n'est pas mort. À Lamia, Aborash, le capitaine de la garde royale, aussi beau que puissant, s'attire les faveurs de la reine, qui lui fait boire à son insu l'élixir de vie, faisant de lui un maître vampire. En effet, quelques jours après, Aborash se rend compte de sa métamorphose et essaye en vain de maîtriser sa soif de sang. Après sa première rage sanguinaire, où il massacre une douzaine de personnes et les vide de leur sang, dû à son affamement, il pleure des larmes de sang et fit le serment de ne plus toucher à son peuple. Afin de maîtriser ses instincts, il passe par la discipline martiale. Il devint si puissant qu'il reçut le titre de Seigneur du Sang, le commandeur suprême des armées de Lamia. Il maintient la paix et l'ordre dans un monde où les citoyens avaient appris la peur des ombres. Malgré ces avertissements, certains vampires emplis d'arrogance sortirent se nourrir dans les royaumes alentours. Ils attirent l'attention des prêtres rois des autres cités, et les vastes armées du royaume de Nekara finirent par envahir Lamia. Et durant des mois, Aborash dirige la défense désespérée de la ville. Malgré un dernier carré qu'il mène au temple du sang, la ville tombe. Il venait d'échouer dans son rôle en tant que défenseur et en tant que guerrier de sa patrie. Il est dévasté et jure de devenir l'ennemi de l'humanité en voyant son peuple se faire massacrer. Il quitte la zone avec juste son arme et son armure, sans aucune richesse, contrairement aux autres vampires. Il est suivi par 4 de ses compagnons. Il ne rejoint pas, justement, les rares vampires survivants, les accusant du sac de Lamia par leur ego démesuré. Il partit vers le nord, et à force d'errance, les 5 vampires tombent au pied d'une montagne au sommet enflammé. Seul et contre l'avis de ses pairs, Aborash gravit la montagne, et il se retrouve nez à nez avec un gigantesque dragon rouge. Exalté par un combat à sa hauteur, Aborash
combat pendant une nuit entière le Wyrm. Il le vainc et le vide de son sang. Il exulte, car le prédateur au fond de lui fut rassasié pour l'éternité, Aborash est enfin libéré de la soif rouge. Il ordonne alors à ses disciples de s'aguerrir, afin que chacun d'entre eux puisse réitérer son exploit, et leur dit: Je vous regarderai, et lorsque vous serez prêts, je vous appellerai à mes côtés. Il leur dit alors de partir et de transformer tous les guerriers dignes de rejoindre les guerriers mortels, les dragons de sang. Contrairement à leurs frères de Sylvanie, les dragons de sang recherchent la perfection martiale, au contrôle des nations. Certains, par exemple, gardent un pont, défiant tous ceux qui veulent le passer. D'autres deviennent des assassins, d'autres des ermites, d'autres se battent dans des confréries militaires, à l'insu de tous ceux qui les entourent, que ce soit l'Empire, en Thylée, en Estalie, en Arabie ou en Protonie. C'est d'ailleurs là-bas que fut célèbre le Duc Rouge, qu'on appela aussi le fléau d'Aquitanie. Les dragons de sang sont des guerriers inarrêtables. Bien que leur maîtrise de la nécromancie soit moindre, au combat, ils ne souffrent aucun rival. Comme tous les vampires, les nécrarques viennent de Lamia. Les légendes racontent qu'ils seraient les descendants de Wussoran. On sait peu de choses sur lui, un érudit ou un alchimiste peut-être, désirant tromper la mort. Quand la grande bibliothèque brûla lors du sac de Lamia, de nombreux nécrarques moururent, refusant de quitter leurs travaux. Quelques-uns réussirent à s'enfuir et construisirent de grandes tours isolées, faciles à défendre. Le temps de se faire oublier et de pouvoir à nouveau se concentrer sur leurs travaux, sur leurs recherches, de manière obsessionnelle. Chaque tour nécrarque corrompt implacablement ses alentours. Il est fort probable que ces vampires soient sous l'influence plus ou moins directe de Nagash, car comme lui, ils se vouent à éradiquer toute vie du monde entier, afin de modeler un monde sans vie et sans changement. C'est pourquoi les nécrarques, plus que tout autre vampire, sont traqués de manière bien plus impitoyable par les répurgateurs et autres chasseurs de monstres. Les nécrarques vont peu au combat, mais si le besoin les y oblige, ils foncent sans pitié sur l'objectif, à la tête d'une armée de morts innombrables, prêts à raser des civilisations entières juste pour mettre la main sur tel ou tel ouvrage. Si les mesureux et les marginaux qu'ils utilisent, qui sont d'une loyauté extrême envers eux, n'ont pas réussi à procurer l'objet de leur désir. Les nécrarques sont des solitaires, prenant rarement de disciples, spécialistes en alchimie et en nécromancie. Contrairement à leurs congénères, ils dégagent une odeur atroce, sont laids, rabougris, mais surtout ils peuvent vivre très longtemps sans boire de sang. Et ainsi, ils peuvent se concentrer sur leurs études sans attirer l'attention des répurgateurs. Lorsque les maîtres vampires s'enfuirent de Lamia vers le nord, Ushoran, appelé autrement le Seigneur des Masques, était parmi eux. C'est un vampire puissant et fier. Il défia les autres maîtres vampires afin de devenir leur nouveau roi, jugeant que seul lui pouvait les diriger. Néanmoins, ses congénères jugèrent que maintenant eux seuls dirigeraient leur vie, ou plutôt leur mort. Ushoran était furieux. Il les rejeta tous, les maudissant pour leur faiblesse, et partit alors de son côté vers l'ouest jusqu'à atteindre le petit royaume humain de Strigos. Rapidement, il réussit à prendre la tête de la ville et la dirigea pendant très longtemps. Mais tout n'allait pas finir bien pour lui. Il était souvent attaqué par des groupes en maraude et souvent il devait partir défendre son royaume contre eux. C'est là qu'une puissante ouag dirigée par un chaman arriva. Quand il apprit le siège de sa ville, il revint et se battit comme il put contre une ouag qui avait déjà défait toutes ses armées. Il fut vaincu par le chaman et un big boss, et la ville fut ravagée. Les orques rasèrent tout, massacrant, réduisant en esclavage tous les habitants. Le fier et puissant royaume fut complètement effacé de l'histoire, et ses riches terres sont maintenant connues sous le nom de terres arides. Les Striganides deviennent un peuple nomade.
des sortes de rétameurs qui voyagent de ville en ville à l'heure actuelle pour subvenir à leurs besoins. Les vampires Striges, du nom justement du royaume de Strigos, eux essayèrent de se réfugier chez leurs congénères, les Von Karstein, les Lamian, les Nécrarques ou les Dragons de sang. Mais ces derniers se rappelèrent comment ils avaient été traités par Ushoran, et ils les rejetèrent à leur tour, même les chassant. Les Striges, du coup, étaient chassés par les Répurgateurs, chassés par leurs congénères, et du coup ils se cachèrent, souvent dans des cimetières, des cryptes, souvent déterrant les morts pour boire leur sang déjà froid. Et ils mutèrent, devinrent une sorte d'aberration d'ombre d'eux-mêmes. Ils attirent également les ghouls autour d'eux, qui sont fascinés par ce mort-vivant d'une puissance étrange, parodiant ainsi les anciennes cours du royaume de Strigos. C'est pourquoi on appelle souvent les Striges les rois des ghouls. Ils deviennent une sorte de bêtes vampiriques, utilisant la nécromancie plus par instinct que par intellect. Beaucoup d'entre eux ont perdu la raison, mais ils possèdent toujours leur pouvoir et sont toujours extrêmement dangereux. Les habitants du Vieux Monde ont bien vite donné à tous ces vampires ce nom des rois des ghouls, et les plus suspicieux de ces habitants accusent aussi les Strigani d'être en contact avec eux, de les adorer ou de les cacher. C'est pourquoi ils sont souvent persécutés à tort. Les Striges sont plutôt rares. Ils se trouvent le plus souvent dans les provinces du sud de l'Empire, mais beaucoup d'entre eux espèrent de restaurer leur royaume perdu. Ils ont toujours été arrêtés jusqu'à maintenant. Et c'est ainsi qu'était décrit le lore des contes vampires dans leur tome dédié sorti en mars 2001. Ça date un petit peu, bien sûr je l'ai résumé, pour la 6e édition de Warhammer Battle Fantasy, sortie elle en 2000. Donc maintenant, allons voir à quoi ressemblait ce fameux tome de bataille, qui est pour moi, et bien sûr c'est subjectif, le meilleur tome sur les contes vampires, et c'est tout aussi subjectif de la meilleure édition de Warhammer Battle Fantasy, la 6e. Allez, zou! Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je m'excuse en avance parce que je sais déjà, à mon avis, que la vidéo va avoir un petit peu de retard. J'espère aussi que vous avez aimé la présentation du lore de ce tome de bataille. C'était un nouvel exercice pour moi, comme le montage, tout ça, je découvre tout, j'essaye vraiment de m'y mettre à fond. Mais voilà, soyez indulgents. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui likent, qui partagent, qui écrivent un petit com pour le référencement, c'est pratique. Tout ça, vraiment, moi, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Voilà, je vous kiffe, hein, ceux qui faites tout ça. Et je vous remercierai jamais assez. Vraiment, ça me booste, ça me donne envie de faire plus. J'aurais, par exemple, jamais mis au montage si vous n'aviez pas liké mes vidéos, si vous n'avez pas écrit quelques petits commentaires. Je vous aurais jamais intéressé à aller plus loin, faire mieux. Et c'est pas fini, j'essaierai de toujours faire mieux. Mais là, je découvre un peu tout ça, donc laissez-moi un peu le temps. Sinon, on revient de quoi ce qui nous intéresse. Ce tome de bataille contre le vampire de mars 2001. Donc, contrairement aux suivants qui auront un petit bord là, mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est typique, c'est arrivé à partir de la V6, mais celui-ci c'est le 4e tome de la V6, donc il n'y avait pas encore. Donc ça c'est le tome hein, V7, il y a eu 8 éditions de Warhammer Battle Fantasy. Donc ça c'est la V7, on reviendra dessus un peu plus tard, sur en fin de vidéo. Et du coup, ce tome de bataille. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, il est acheté à l'époque, c'est une première édition, il est un petit peu abîmé parce que je m'en suis pas mal servi. Hein, j'ai joué contre Vampire et Elfe Sylvain. Et bon, il a un peu de vécu. On commence par ceci. Donc ça, c'était un diorama fait, c'était sur Antoine van Kerstein de l'édition 2000 du Games Day. Le Games Day, c'était un gros regroupement à Paris. Bah, j'en ai fait quelques-uns, dont le dernier, je crois.
Il y avait des figurines exclusives d'ailleurs, parce que avant, il n'y avait pas la boutique en ligne, tu vois, c'était pas vraiment ça encore, on allait beaucoup en magasin. Et comme par exemple la créature du fond des bois, faut que je la retrouve. J'espère qu'elle n'est pas cachée avec mon armée contre vampire, que je ne sais pas trop où aller, avec les déménagements, tout ça. Donc voilà, diorama assez sympathique, donc de Antoine Van Kersten qui attaque Stedberg, je crois, non, Studberg, excusez-moi. Et on retrouve ça normalement au Warhammer World. Alors je sais pas s'il y a encore, mais ça serait pas étonnant. Donc après on retrouve l'introduction, bien entendu, les contes vampires, qu'est-ce que c'est, etc. Plus après une histoire, l'historique. En fait c'est simple, un petit résumé, un petit récit sur chaque lignée. Donc les vampires étant divisés en lignées, donc les Lamian, les Van Kerstein. Tiens, justement, on en profite là pour voir la Sylvanie, c'est ici. Juste à côté du Moutland, qui est là où habitent les Halflings, donc l'équivalent des Hobbits, si on préfère. Donc l'Empire, parce que la Sylvanie, ça fait partie de l'Empire. Hein. Eux, ils viennent, les vampires, de base de... Attendez, oh, c'est encore plus bas. Ils viennent en fait toute la zone désertique. Hein, tout simplement, c'est inspiré du royaume de Neekara, c'est inspiré de l'Égypte ancienne, tout simplement. Kislev, le chaos tout en haut, et la Bretonie, voilà. Les Skaven, je crois qu'ils reviendront en V4 là en force. Et même là, on a eu un dragon de sang, là, le duc rouge, assez connu. Je me demande si c'est pas par là aussi qu'il y avait le fort du sang. Bon, pas grave. Et là, les princiers des Fétolières, ben voilà. La Sylvanie avec le château de Drakenhof. Les dragons de sang, donc nos amis martiaux, ils se battent. Alors leur but, c'est vraiment de maîtriser toutes les armes. Donc c'est pour ça, certains sont surpris de les voir en assassin, par exemple. Ils le font, c'est pas que des duellistes, comment dire, en mode chevaleresque. Ils essaient de maîtriser tous les arts martiaux et tous les types d'armes. Hop, les nécrarques, donc ceux qui sont experts en nécromancie, les chercheurs fous, genre de petites planches vraiment sympas. Ça met bien dans l'ambiance en fait. Ce n'est pas un problème avec les arachnides ni les chauves-souris, mais les fées ont tendance à se dissoudre rapidement après leur mort. Sans deck. L'estrige, donc ça c'était une nouveauté. Hein, c'était, avant on n'en parlait pas des striges. Ça parle de cette édition qu'on a eu les striges, ce qui a donné plus tard les Flash Hitter Courts. Alors, je sais plus comment on dit en français, les manchères, un truc dans le genre là, je pense. Donc avec l'arrogant Usheran, je pense qu'on prononce comme ça. D'ailleurs, pour les Necrarques, je reviens un petit peu en arrière, parce que j'ai dû écorcher le mot de Wusoran, je sais pas comment ça se... Je vous le montre. Honnêtement, si vous savez comment on prononce ce mot-là, écrivez-le moi en commentaire, en phonétique, mais c'est le premier vampire. Certains considèrent comme le père des vampires, donc c'est le père des Necrarques. Je sais pas du tout comment ça se prononce ce truc. Donc voilà pour les Flash Hitter Courts avec les striges. Donc les rats des ghouls. C'est clairement là la première fois qu'on en parle et ça va devenir de plus en plus important dans le lore simplement de Age of Sigmar et même de Warhammer Battle. Alors moi je jouais les striges c'était sympa, j'avais bien aimé. Euh, Beaucoup de gens aimaient bien Dragon de sang, mais moi j'aimais beaucoup. J'avais testé Necrarch, c'était pas mon truc. Vraiment c'était Van Kerstein et Lamian. Alors les Lamian honnêtement c'était très bizarre, c'était beaucoup de pouvoir basé sur la séduction, sur plutôt tout ce qui est hypnose. Voilà. Et les Van Kerstein, c'est eux qui servent de, comment dire, de, de réglette d'évaluation pour ce tome. C'est-à-dire que tout est fait par rapport à Van Kerstein. Et après, justement, on va voir qu'il y a des petites règles spéciales pour les autres lignées. Hop, allez, je retourne. Excusez-moi. Tac. Donc l'armée des morts, donc comme tous les tomes de la V6, on va nous montrer de manière assez brève un petit historique sur l'unité. Et après, ces règles en cours et on retrouvera les règles plus en détaillé plus tard. On retrouve les lois de la non-vie, donc ça concerne tout le monde. Le général, test de morale. Ah oui, test de morale, en fait, les morts ne fuient pas, mais si ils perdent leur morale, on va dire entre guillemets, en fait, c'est juste qu'il y a des morts en plus.
Une unité de mort vivante annihilée par exemple du premier tour d'un corps à corps. Nanana. Au moment de charge, non, c'était pas ça. Subissent un nombre de blessures supplémentaires égal à la différence de résultat de combat, donc les sauvegardes, etc. Voilà, c'est ça. En fait, vous faites votre test de commandement et la différence, ça fait des morts en plus. Immuniser la psychologie. Alors, pourtant, il y a des règles qu'on va voir plus tard qui disent même si on est immunisé, réponse à une charge, etc. etc. Bon, allez, je vais pas. Puis font tout le monde fait peur, oui, bien sûr. Squelette, zombie, revenant, ghoul. Jusqu'à là, vous n'êtes pas surpris, je pense. Pour ceux qui jouent à Age of Sigmar uniquement. Et on avait aussi les créatures enterrées. Moi j'aimais beaucoup jouer les Banshees, par exemple. Donc les Nuits d'Esprit, les Spectres étaient aussi dans l'armée des contes vampires. Alors que maintenant, si je me trompe pas, ils sont avec les Night Hunt. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, hein. Donc chauve-souris vampire, donc des chauves-souris énormes en fait. Les loups funestes, ils ont pas du tout la même tête que maintenant, hein. Vraiment un côté old school, vous allez voir. Le carrosse noir, dont on voit l'illustration ici. Cauchemar, ça c'est les chevaux, cauchemar ailé, dragon zombie, et voilà. Donc je vous mets un peu plus en avant pour ceux qui sont intéressés à voir à quoi ça ressemblait. Et là on voit les ghouls. Donc comme toujours à l'époque, comment les peindre avec des petits kits, des petites aides. Marc Raynor. Voilà. Donc les régiments de zombies. Tout ça, ça a bien changé. Ils sont tripés eux. Avec leur mousse sur la tête. Ça peut donner des idées à certains peut-être. Alors les vampires. On va mettre ça un peu plus en avant. Donc là, ceci est un écrarque. Quand je dis qu'ils étaient tout moches dans le truc, hein, c'est vraiment écrit comme ça d'ailleurs dans l'histoire des Nécraques. On a remarqué qu'ils sont laids, qui sentent mauvais et compagnie. Donc Zacharias sur son dragon zombie, qui est un personnage nommé jouable. Les dragons de sang avec un cauchemar ailé. Dragon de sang. Voilà, oula, petit zoom là, petit focus. Les Lamianes. Celle-là, c'était figurine, je l'ai aussi monté, bah oui, les deux, voilà, ici. Donc les Lamianes, c'est vraiment de la politique à fond, en fait, c'est de la manipulation. Euh, alors que eux, c'est plus la conquête, tout simplement. Les Van Kerstein. Il y avait une figurine de Vlad déjà, je sais plus. Peut-être qu'elle arrivait après la figurine de Vlad. Bon, les premiers Strige sont beaucoup changés de tête maintenant en Flesh Eater Course. Il n'y avait pas, par exemple, vous avez vu, il n'y avait pas les Vargulf, etc. Ça, c'est arrivé en V7. Les ghouls, le carrosse noir, Banshee, Spectre et les nécros. Le seigneur revenant, donc ça, c'est un chef squelette, hein. On a ça aussi toujours dans AOS. Voilà, quand je vous disais les loups funestes, ça a beaucoup changé. À quoi ressembler, ou pour ressembler à une armée. Hop, je dézoome un peu. Voilà. Assez sympa, hein. Moi j'aimais bien. Les nuits d'esprit, oui, ça c'était des unités un peu comme le Stuntling et tout ça, qui pour les orques. Ça bougeait pas, il y avait pas mal de PV, ça faisait quasiment aucun dégât, mais ça permettait de bloquer des unités. Alors, Archon, Draco Archon, Archon, c'était un dragon de sang, ouais, je crois. Bah, tout là, c'est écrit. Dragon de sang des légions des morts pour chuter sur une armée de l'Empire rassemblée à la hâte. Tac. Archon, je me demande si c'est pas lui qui tenait le fort de sang. Alors, pour ceux qui jouent à WoW, s'il y en a à World of Warcraft, ça me fait penser quand ils ont fait la refonte un peu de Brille à côté de, en français, Fossoyeuse, Undercity. Ça fait beaucoup penser à ça, avec la grosse statue de Sylvanas en plein milieu.
Alors bon, ça fait un moment que je joue plus à WoW, mais je pense qu'elle doit toujours exister. Ah non, il y a eu la... C'est vrai qu'il y avait le truc, ça avait tout pété. Tac. C'est assez étrange de voir ces vieilles figurines. Donc ça, c'est des figurines qui sont en métal, hein. C'est vrai que ça fait... c'est assez rigolo. Hop, on retombe un petit peu sur les règles. Bon, les objets maudits, bon, ça c'est l'équipement. Donc, qu'on pouvait prendre dedans. Donc certains, vous voyez, étaient limités. Nécromancien Nécrarque, par exemple. Je crois qu'on en a vu d'autres, Nécromancien Nécrarque. Je revérifie qu'il y en a... Je crois que j'ai déjà vu des armes, voilà, Lamiane, par exemple, pour l'arc. Seigneur revenant uniquement. Interdite au Nécrarque et au Lamiane, par exemple. La hache noire de Krell. Parce que c'est trop lourd pour eux, j'ai l'impression. C'est une arme lourde, nanana. Ok, c'est pas mal. Et un truc qui était cool dans cette édition, c'est les pouvoirs de lignée. Donc, vous voyez, les Van Kersteng, c'était l'étalon du bouquin, donc rien de spécial. Mais les Nécrarques, plus 1 au total pour lancer un sort. Les vampires nouveau-nés peuvent utiliser des objets cabalistiques. Voilà, ce que les vampires nouveau-nés avaient considéré comme étant de meilleurs, on va dire, sorciers que la plupart des autres vampires. Donc, ils peuvent utiliser d'autres objets en plus. Que des armes, les armures magiques. Et moins 2 à la capacité de combat. Ce qui est à l'inverse des dragons de sang. Plus 2 à la capacité de combat. Ils ont forcément une arme de plate, donc 4 plus de sauvegarde minimum. Donc s'ils ont un bouclier, ça pouvait passer à 3 plus. Le dragon de sang qui a le plus haut commandement au sein d'une unité doit automatiquement lancer un défi. C'était ultra fluff en fait. L'estrige par rapport donc aux flèches éther-courtes. Donc ils ont plus d'une attaque, ils ont la haine, même s'ils sont immunisés à la psychologie, et peut-être une sauvegarde invulnérable de 5 plus, parce que ils se régénèrent très très vite en fait. Je crois que c'est à cause de ça. Les nouveau-nés ont une attaque, tac tac, mais sont invulnérables à être 6+, ils ont toujours la haine. Ni arme ni armure, pas d'objet magique, ils combattent toujours à pied, et les nouveau-nés ne peuvent pas porter la grande bannière de l'armée. Ouais, il y a pas mal de restrictions, mais quelque chose qui peut être compensé par la suite, vous allez voir. Bon, les Lamianes, plus en initiative, moins 1 en commandement aux figurines qui sont socle à socle avec elles, moins 1 en capacité de combat. Et là, les pouvoirs. Ça, c'est typiquement le vampire à la Bram Stoker. Invocation de chauve-souris, de loup, ils incarnent la mort, voilà. Aura de sombre majesté. Ils peuvent se transformer en loup. Donc s'ils sont à pied, ils peuvent bouger de 9 pouces au lieu de 6 ou 5, je sais plus. Dragon de sang, donc là, c'est que des trucs de combat quasiment, hein. Les nécrarques, bon, bah, ça va aller dans le même genre pour la magie. Les striges, voilà, régénération en plus, plus un PV, capacité spéciale vol, ah oui, il pouvait, sans donner ça, il donc peut pas avoir de monture, mais il pouvait voler. On la haine infinie, tous ces jets pour toucher qui sont relancés, invoquer des ghouls et plus un en force, bah, selon ce que vous lui mettiez. Alors, pas être trop gourmand non plus. Et la mienne, elle, c'est que des pouvoirs en fait, comment dire, d'hypnose un peu. Donc séduction, donc ça c'est un peu compliqué. On pouvait faire un test de morale et on pouvait avoir un personnage sous contrôle. On pouvait carrément choper quelqu'un de l'armée adverse. Alors c'était pas définitif, hein, mais voilà. Domination, nana, oui, on peut, d'accord, ok, esquive, vulnérable à 5+, etc., etc. D'ailleurs, il y a tout un explicatif là sur les règles. D'ailleurs, si vous voulez mettre pause pour lire, hein, parce que moi je vais un peu vite, hein, pour pas que la vidéo dure non plus 45 minutes, mais ça se trouve, elle va faire 45 minutes. Mais voilà, si vous mettez pause pour lire un petit peu. Là, c'était le domaine de magie. En fait, il y avait plusieurs domaines de magie et on pouvait choisir son domaine. Et ça, c'est le domaine de la nécromancie. D'ailleurs, il pouvait prendre dans quoi déjà la nécromancie, puis il pouvait prendre aussi en magie noire, je crois. Ah oui, ça c'était vieillissement, donc un peu chaud à sortir, parce que c'était 10+, on lance 2 dés, hein, et donc il faut faire 10+. Mais il reste et en fait, les unités subissent des blessures à longueur de partie.
Ça me fait penser, chez les elfes sylvains, il y avait rien à voir, mais il y avait un sort qui permettait de faire bouger les forêts. C'était le sort que je prenais tout le temps. Et ça étonnait les adversaires. Moi, c'est pour le fluff, mais en fait, c'est tellement peu utilisé que les gens s'y attendaient pas de voir la forêt bouger et avec l'unité qui était dedans bouger avec elle. Bien, donc là, un petit truc pour nous aider à utiliser notre armée. Et là, vraiment, les vraies stats. Voilà. Des unités. Je vais passer un peu vite, hein. Donc, seigneur vampire, comte vampire, maître nécromancien, vampire névroné en héros. Ça, c'était les seigneurs. Donc, à partir de 2000 points. Seigneur revenant, spectre et nécromancien. Squelette, zombie, ghoul, nuée de chauve-souris, qu'on peut en avoir qu'une seule. Que, ouais, ça, c'est aussi des unités comme les esprits, les nuées d'esprit, ça permet de bloquer. Les loups funestes. En unité spéciale, garde des cryptes, chevalier noir, chauve-souris vampire et nuée d'esprit. Est-ce que vous étiez limité? Vous voyez, il y a des unités de base, seigneur, héros, etc. Et selon la taille de l'armée, voilà ce qu'on pouvait prendre. Donc les chevaliers noirs, ça c'était moi. Banshee, carrosse noir, et puis bien sûr des mercenaires, hein, qu'on pouvait prendre. Il y avait toute une liste d'unités comme ça qu'on pouvait prendre d'un peu de francs-tireurs. Elle nous parle un peu plus des certains personnages comme de Vlad. Bon, Vlad, on nous en parle tout le temps de toute manière. Wallach, remède des chevaliers de sang, je sais pas comment ça se dit. Vorag, le premier roi des ghouls. Neferata, bien entendu, hein, super connu. Et Elrich Klemmer, le Lichmeister, ce qui est en fait un nécromancien super balèze. Et un personnage nommé jouable, on avait du coup Manfred. Ça, c'est pas stylé, ça, un petit peu. Zacharias l'Éternel. Alors, les personnages nommés, à l'époque, il fallait demander l'accord de son adversaire pour les jouer, et en tournoi, ils étaient interdits. Et... ce qu'il faut faire pour pouvoir secourir les gens confrontés aux êtres des ténèbres. Le livre saint, le pieu et le marteau, le miroir, l'obénite, le symbole sacré de Sigmar. On porte un miroir d'argent poli des royaumes des nains qui ne ternira point. Et en fait, quand tu mets... En fait, les vampires, non, ils n'ont simplement pas de reflet. Hein, c'est bien ça, je crois. C'est ça. Celui-ci dont tu ne verras point l'image dans le reflet de ton miroir, celui-là, tu ne le purifieras avec le pieu du bannissement. Le bénite est le symbole sacré de Sigmar, qui était déjà un dieu à l'époque. Son héros, c'était Valten, qui est arrivé, je crois d'ailleurs, dans la V6. Bon, là, des petits trucs comment on se sert de l'armée, des petits conseils. Et là, c'était super sympa. Alors, c'est des listes alternatives qu'on pouvait jouer uniquement avec l'accord d'adversaire également. Mais si on voulait en fait modifier un petit peu notre armée pour être plus dans la thématique, quelque chose qui disparaîtra après. Moi, j'aimais beaucoup ça. Euh, donc, par exemple, bon, pour les 24 ans, ça ne change pas grand-chose en réalité, sauf qu'on pouvait avoir des miliciens en fait de Sylvanie, donc les milices sylvaniennes. Donc, une unité en plus d'humains, tout simplement. Les nécrarques, c'est juste que bon, on est beaucoup plus de squelettes et de zombies, mais là ça limitait. Et on pouvait avoir un dragon zombie sans cavalier. Ce qui était un truc de ouf ça. Le dragon zombie, normalement, c'était une monture uniquement, pas une unité à part. Armène nécromant, si vous voulez jouer que des nécromanciens, en effet, hein, on n'est pas obligé de jouer que vampires. Et Lamian. Alors les Lamian, eux, c'était les soupirants. Moi je kiffais ça. C'est vrai que je jouais au Lamian aussi dans le but de jouer ce genre de truc. Je trouvais ça ultra fluff. Et sont donc des héros tirés de n'importe quel autre livre d'armée ou de Horde sauvage. Ah, mais je l'ai trouvé il y a pas longtemps, ça, Horde sauvage. Mais j'ai dit un jour, j'en parlerai, attendez. Ah, elle est là. C'est quand la V6 est sortie, ils avaient sorti ça. C'était un peu comme les index qu'ils ont fait pour la V10 de 40K. C'était en fait les listes d'armées provisoires. En attendant que. C'était là à What Dwarf, je crois d'ailleurs, ça. C'est marrant, je l'ai retrouvé hier. Voilà. Tac. Et voilà. Donc c'était à peu près tout pour ce bouquin. Donc là, le petit récap. Je vais vous montrer un petit peu quand même le livre V7. Je pense pas que je ferai une vidéo à part, parce que le livre 7 il change un petit peu, c'était moins ma cam.
Celui-ci, c'est vraiment toutes les lignées, etc. Et j'adorais, voyez, on peut vachement personnaliser son armée. Alors que le V7, déjà en termes de lore, il est moins générique. Il parle surtout de tout ce qui est Sylvanie. Bon, un peu quand même du royaume de Neferata, tout ça, mais très léger. Il amène d'autres unités comme la charrette macabre et les Vargulf, c'est comme ça qu'on prononce, je crois. Mais il est joli par contre, moi je l'aime bien aussi, hein. Honnêtement, pour lire les fluffs, c'est sympa également. On parle très très rapidement euh, des lignées autres que Van Kerstein. Vraiment très rapidement. On en parle beaucoup, beaucoup en fait de la Sylvanie. On a même une frise là, tout un truc sur Conrad, qui en fait c'est juste survolé dans le tome d'avant. Donc beaucoup, beaucoup sur la Sylvanie. Château Tempelhof. Ceux qui ont fait Total Warhammer, peut-être de leur parler. Total Warhammer. Donc voilà, énormément sur la Sylvanie. Euh... Quand même, je vous le mets dans l'autre sens si ça vous intéresse, ce genre de truc. Moi, j'aime bien, hein. Les cartes, tout ça. On peut expliquer beaucoup de choses avec les cartes. Les cartes bien faites, c'est très important quand on veut faire une bonne histoire. Donc voilà, les vampires un peu connus. Voilà, comme le duc rouge hein, que je vous parlais. C'est vrai que Nagash n'est pas un vampire, hein. Nagash, c'était pas un dieu hein, non plus à l'époque. Nagash était un super nécromancien en fait, qui était devenu une liche et qui était le plus puissant des créatures de la non-mort, on va dire. Mais voilà, c'était pas un dieu, rien du tout. Par rapport à Sigmar, il valait pas grand-chose hein, à l'époque. Ça a changé par la suite. Mais voilà. Donc là, la chronologie de tout ça, si vous mettre pause hein, pour lire, pourquoi pas. Pour ceux qui aiment les dates, après, je sais pas, est-ce que ça vous parlera, toutes ces dates, à part pour ceux qui font The Whole World, à la rigueur, pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que The Whole World, ça se passe à un moment précis de l'histoire. Donc pour ceux qui voudraient jouer un peu contre Vampire, parce que oui, on peut jouer en mode légende et contre Vampire à The Whole World. C'est pas une armée, on va dire, officielle, mais on peut jouer un petit peu avec. Si vous avez déjà une armée, voilà. Tac. Et en fait, bon, les vampires, Roi revenant, nécromancien, etc. Je passe un peu vite. Parce que y a beaucoup de choses qui se répètent. On va juste voir voilà, un petit peu les changements. Et en fait, c'est plus générique, il n'y a plus de règles de personnalisation des lignées, par exemple. Un vampire est un vampire. Point. Le cauchemar, d'esprit infernal, le terreur des abîmes. Voilà, ça c'était nouveau, ça n'existait pas avant. Le Vargulf, le dragon zombie, et voilà. Ça vous connaissez, hein, du coup, l'image, hein, c'était celle de la... Voilà. Hein. Donc là, on nous parle d'Isabella, qui était la femme de Vlad. On nous disait avant qu'elle s'était suicidée, mais je crois que... Si c'est ça, elle s'est suicidée, hein, toujours. Ça n'a pas changé l'histoire. Elle saute des hauts des remparts hein, et elle s'empale sur les pieux dans la douve. Manfred, donc ça c'est le dernier Van Kerstein. Il est aussi puissant que Vlad. Hein. Conrad, bon, bah, lui, il a essayé de faire comme Vlad, mais il n'était pas aussi malin. Mais par contre, il est un peu plus bourrin. Tac. Et voilà, c'est ça que. On va voir un peu l'évolution des figurines. Voilà maintenant les. Donc voilà, moi j'aimais moins. De toute manière, la V7, c'était pour moi la V6 sans le fun. C'est-à-dire qu'au niveau des règles et tout, c'était vachement. Déjà, la V6 était ultra carré. Hein. Mais la V7 était de base plus carré, mais ce qui a changé, c'est qu'au fur et à mesure que les livres sortaient, le livre suivant était toujours plus fort que le livre d'avant. Et c'est dommage. La V6, je la trouvais beaucoup mieux équilibrée, beaucoup plus fun à jouer que la V7. C'est pour ça que j'ai une préférence pour la V6. Et la V8, la dernière version, c'était un peu un retour en arrière à avant. Avant la V6 compagnie, ça ressemblait beaucoup plus à la V5. V4. V5, je pense plutôt.
Donc voilà, toujours vous voyez les esprits, etc. Ça peut en inspirer certains. Ouais, je disais que la vidéo, faut pas qu'elle dure 3/4 d'heure, mais en fait, ça va être un peu ça. Donc ça, c'est sur les lamianes. Les pouvoirs, reliques. Voilà, je passe, hein. En fait, voilà, c'était un livre très générique, sans fun. Mais c'est sympa, c'était dans comment dire, dans l'esprit de la V7. Mais de mon point de vue, et c'est très subjectif, le V6 lui est supérieur. Après ceux qui ont commencé à la V7, je pense que oui, ils vont préférer la V7, hein. C'est comme les Final Fantasy, on préfère toujours celui avec lequel on a commencé. Beaucoup ont découvert avec FF7 par exemple, donc beaucoup sont fans. Moi, ma compagne avait commencé avec FF8, elle est ultra fan de FF8. D'ailleurs, moi, les Final Fantasy, d'ailleurs, je les aime tous, hein, le 13, je le trouve un peu en dessous, mais je les aime tous, honnêtement. Donc voilà, allez, j'arrête de digresser. Donc voilà ce qui clôt pour les contes vampires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je remercie toujours tous ceux qui aiment ce genre de contenu, qui like, qui commentent, qui partagent. Vraiment, vous êtes super. Et puis, j'espère que ça vous sortira à temps, ou alors avec très peu de retard. Je suis toujours en train de bosser sur les suivantes. Donc, on va avoir ce mois-ci, normalement, ça j'espère, c'est la plus compliquée à mettre en place pour moi. J'ai déjà retourné plusieurs fois le portrait de Job Miniature, justement, qui concernera un peu de vampire, de Age of Sigmar. Et j'essaierai de faire une vidéo similaire. Je verrai, je suis encore en train de réfléchir parce que c'est un peu différent. Sur les Nécrons V3, c'est-à-dire le premier livre de bataille, plutôt le premier codex réel sur les Nécrons, parce qu'il n'avait pas ni en il n'avait pas en V2, la V2 qui est la V1 française de Warhammer 40 000. Donc sur les Nécrons avec leur lore, hein, de base, le lore d'origine qui a beaucoup changé par la suite. Voilà, sur ce, très bonne journée à vous et à la semaine prochaine. Soyez purifiés.